خبشينو أثوتو أدلاليو لترجمدن دحمشو ديشاتاثي كم حدا روحيو ذو شنو دخرونو دموش ندو سيفو داثي عريشة دبابو ندن مشلتو نثو أطمانيتو ودا شربوثو كردو ديشاتو دنرفو تشامو حمش أحصر هم كل فسيحوثو مع زمنا أدلاليو ميقرو حميد بورزرسلان دبنا ترجمو علي شلتو نثو أطمانيتو بوليشو نفرنسو. Chers amis, au nom de la Fédération des Araméens de Belgique, je vous souhaite à tous la bienvenue à notre 5e conférence de l'année 2015, année de commémoration du centenaire du génocide araméen, arménien et grec-pontique de 1915, perpétré par l'Empire ottoman et qui malheureusement continue encore de nos jours au Moyen-Orient. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous M. Hamid Borzaslan, qui nous a fait l'immense privilège de passer la soirée avec nous pour nous éclairer sur le sujet qui est le suivant, 1915-2015, penser les violences de masse dans l'Empire ottoman et le Proche-Orient post-ottoman. Mais avant de commencer la conférence, je vais donner la parole à M. Nicolas Sommerstein, qui est aussi journaliste et rédacteur en chef de la revue Regard du Centre communautaire laïque juif, qui nous a fait aussi l'honneur d'être présent parmi nous aujourd'hui et nous le remercions. Le professeur Joël Kotek, spécialiste aussi des génocides, s'excuse de ne pas avoir été présent aujourd'hui parmi nous. Monsieur Nicolas, je vous cède la parole. Merci. Merci bien. Bonsoir à tous. Alors effectivement, je remplace mon collègue Joël Kotek qui dirige la revue Regard avec moi. Il n'a pas pu être ce soir avec nous pour des raisons familiales. Alors quand on aborde la question des génocides de manière générale, on a souvent tendance à croire que c'est une explosion soudaine et imprévisible de violence. Or, c'est tout le contraire, puisque le génocide, et notamment le génocide de 1915, est le fruit d'un processus de radicalisation et de construction ethno-raciale, en l'occurrence de l'identité turco-ottomane, et qu'il faut le replacer dans un contexte historique et politique. Il y a le déclin de l'Empire ottoman, un empire qui ne parvient pas à se réformer, qui ne parvient pas non plus à se démocratiser en accordant aux minorités non musulmanes et aux minorités non turques des droits identiques. Et c'est aussi l'émergence d'un nationalisme turc à travers le mouvement jeune turc. Et tout cela constitue les principaux ingrédients d'une idéologie de haine et d'exclusion qui aboutissent non seulement à des massacres, mais aussi à un projet génocidaire. Alors pour aborder cette question, nous avons le plaisir d'écouter ce soir Hamid Bozarslan, qui est spécialiste de la Turquie, des minorités du Proche-Orient et également des violences de masse commises dans l'Empire ottoman. Hamid Bozarslan est historien, politologue et aujourd'hui directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est l'auteur de plusieurs livres, notamment Les courants de pensée dans l'Empire ottoman, 1908-1918, qui est sa thèse qui a été faite sous la direction du grand historien François Furet. Également État et minorité au Moyen-Orient, et il est également reconnu pour ses travaux sur les Kurdes. Je vais tout de suite lui céder la parole, et il va aborder évidemment, comme ça a été précisé avant moi, la question des violences de masse dans l'Empire ottoman, et également en replaçant ces violences dans le contexte actuel. Merci. Merci beaucoup donc de cette présentation. Je vous remercie aussi très vivement de cette gentille invitation. C'est vraiment un plaisir d'être ici parmi vous. Je dois d'emblée préciser la nature de mon intervention. Je n'interviendrai pas sur l'année Saïfo. J'expliquerai les raisons. J'ai beaucoup lu effectivement sur Saïfo. J'ai beaucoup collaboré aussi avec des collègues qui ont travaillé sur le sujet, parmi lesquels Florence Elio, qui a écrit un livre remarquable, mes chers collègues Valérie Yongerdan, David Gaunt, qui est sans doute une très grande référence, et Uğur Ümit, qui a travaillé sur le génocide des Arméniens et qui a montré que le génocide des Arméniens n'a pas concerné que les Arméniens, mais que les autres communautés chrétiennes de l'Empire ottoman ont été également affectées. Je sais, à partir de ces lectures, à partir de ces discussions, que dans les faits, on est en face
d'un processus assez long. Dans ce processus assez long, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Et du moment où on parle de 1915, du génocide des Arméniens, mais aussi de Seifo, on peut relire différemment le 19e siècle ottoman, car effectivement l'histoire, en l'occurrence, est une histoire longue. Donc il est nécessaire, inévitablement, de se placer dans une histoire longue que je ferai tout à l'heure. De l'autre côté, il faudrait aussi savoir qu'un processus qui a commencé au 19e siècle par certains massacres de masse, c'est par la suite perpétué, poursuivi en 1922, 1924, parce qu'après les Arméniennes et les Araméennes, les communautés de langues araméennes, il y a eu les Grecs, voire en l'occurrence les Juifs également, qui ont été très lourdement affectés par les politiques nationalistes. Et je sais, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, que la révolte assyrienne de 1932 a été réprimée dans le sang. La première indépendance arabe, ça s'est traduit immédiatement par l'écrasement d'une révolte chrétienne. Donc on a vraiment l'impression qu'il faut prendre en considération une histoire longue, un espace long. Mais comme j'ai dit, dans cet espace long et dans cette histoire longue, mes connaissances sont relativement limitées, d'où la nécessité pour moi, avant éventuellement un jour de faire des investissements investissements approfondis, d'insister donc sur les dynamiques de la violence qu'on peut observer dans plusieurs contextes historiques mais aussi spatiaux. Je vais commencer par l'Empire. Comment l'Empire fonctionnait et pourquoi à un moment donné l'Empire ne fonctionnait plus. En deuxième lieu, je vais insister sur l'islam. Est-ce que l'islam a joué un rôle, est-ce que la religion a joué un rôle dans le passage à un processus génocidaire? Dans un troisième temps, je vais insister effectivement sur cette fin du 19e siècle avec l'émergence du nationalisme, avec l'émergence de darwinisme social. Et puis, en quatrième lieu, j'essaierai de faire quelques commentaires sur la situation aujourd'hui au Proche-Orient, voire au-delà au Moyen-Orient. Donc, j'ai dit que je commence par l'Empire, et souvent, les gens qui travaillent sur l'Empire sont fascinés par une chose: l'Empire est grandiose. L'Empire, c'est la gloire, et l'Empire, c'est la paix. Pax Romana, Pax Ottomana, Pax, etc., etc. Donc, on associe souvent l'Empire à un cadre multinational, multiconfessionnel, multiethnique, multilinguistique, tout ce que vous voulez, et qui fonctionnerait en principe, sauf quelques périodes de dissidence ou de mécontentement ou de révolte, en parfaite harmonie. C'est comme si l'Empire était le synonyme de l'universel parfait réussi, l'universel parfait réussi sur Terre. Or, on peut regarder peut-être les empires différemment. On peut peut-être analyser les empires à partir des structures d'exclusion et d'inclusion, à partir d'une logique de centre et de périphérie. Et si je devais partir de cette perspective, je dirais que tout empire, et notamment l'Empire ottoman, était un système de rationalisation et d'exploitation des ressources au profit d'une catégorie qui constitue l'élite. Et ce n'est pas du tout par hasard que dans l'Empire ottoman, la catégorie qui était la classe dirigeante s'appelait askeri, autrement dit militaire. Or, la classe militaire comprenait également beaucoup de non-militaires, parmi lesquels les oulémas, les hommes de la religion, et c'était cette catégorie qui, en gros, extorquait les ressources disponibles dans la société pour pouvoir se maintenir au pouvoir et partant pour pouvoir aussi maintenir les structures impériales. De ce point de vue-là, on peut dire qu'effectivement, dans l'Empire ottoman, pratiquement tout le monde, sauf une petite élite, était exclu du système. Et de l'autre côté, l'Empire se basait malgré tout, malgré cette distinction entre l'élite au pouvoir, le centre et la périphérie, l'Empire se basait aussi sur un système de stratification.
Dans ce système de stratification, il y avait les tribus, il y avait les guildes professionnelles, il y avait les populations nomades. Ces populations étaient déterminées à partir des critères anthropologiques. L'Empire avait un savoir-faire par rapport à ces communautés. Mais surtout, il y avait le critère religieux. Le critère religieux était, en mon sens, le premier critère de stratification, d'hiérarchisation et de subordination. Cela n'est pas uniquement le cas d'ailleurs dans l'Empire ottoman. Dans l'Empire byzantin, on a plusieurs structures, voire à un niveau très différent. Dans la Russie impériale, on a des structures analogues. Mais si ce principe de critères religieux, cette introduction des critères religieux comme élément de stratification était assez universelle, dans le cas de l'Empire ottoman, on a quelques spécificités. Ces spécificités s'expliquent par l'islam, par la formation même de l'islam. Et je dirais que dès son départ, dès ses origines, l'islam a été aussi la construction d'une communauté ethnique et partant d'une frontière ethnique. Et l'islam s'est codifié, on le sait, surtout à partir du 7e siècle. Dans cette codification, a priori, il n'y avait pas de place aux distinctions ethniques, mais on sait que les distinctions ethniques se sont maintenues, voire, comme le montrent certains auteurs médiévaux, que je ne citerai pas ici, ces distinctions ethniques se sont même amplifiées. On parle par exemple très ouvertement de conflits entre les Persans et les Arabes et les Berbères. Par la suite, l'élément turcique qui arrive, donc la distinction ethnique est là. Mais au-delà de cette distinction ethnique, il y a aussi la séparation entre le nous et eux, le nous étant déterminé par l'adhésion à l'islam. L'islam s'est constitué à partir d'une tribu, essentiellement d'une ville, la tribu de Quraysh et la ville de Mecque, et en même temps, cette tribu et cette ville ne pouvaient pas se suffire, il fallait rapidement s'élargir, se livrer à une conquête impériale, s'étatiser. Et dans cette étatisation, le groupe qui se déterminait par l'islam ne pouvait que s'élargir. Et de l'autre côté, les autres communautés ne pouvaient que se trouver de fait dans une situation de minorisation. Cette minorisation a signifié que d'emblée, la religion est devenue une frontière ethnique ethno-religieuse, qui sépare d'un côté les conquérants, ceux qui conquièrent, ceux qui mènent le djihad, la guerre sainte, ceux qui ont une dawa, autrement dit une cause religieuse, et les autres, les anciens habitants, qui ont l'obligation de soumission, qui sont dominés et qui doivent implicitement ou explicitement accepter leur statut de minorité. Cette soumission est une soumission qui signifie aussi l'humiliation, car du coup, ils n'ont plus du tout le même statut et ils ne peuvent prétendre à aucune égalité. Cette distinction se voit très clairement dans le statut de dhimmi, zimmi, autrement dit les protégés. Ils ne sont pas des sujets égaux, ils sont tout simplement protégés par les musulmans, par un pouvoir musulman. Ils n'ont pas le droit de porter des armes. Le métier des armes est réservé en théorie, en pratique il y a beaucoup de différences, on le sait, mais en théorie uniquement aux musulmans. Ils doivent payer un impôt spécial qui s'appelle le jizya. Ils n'ont pas le droit de construire des lieux de culte comme ils le souhaitent. Et dans certains cas aussi, ils doivent porter des couleurs distinctes. Donc vous voyez, d'emblée, vous avez une structure impériale qui est déjà inégalitaire, mais dans cette structure impériale, vous avez aussi le critère religieux qui intervient, et ce critère religieux
fait qu'effectivement, les citoyens qui de toutes les manières sont dépourvus de pouvoir ne se trouvent plus égaux entre eux, et d'ailleurs on peut difficilement parler aussi de la notion de citoyen. Donc un monde stratifié, un monde basé sur une logique de discrimination et de soumission, de subordination instituée. Dans ce monde, il y a des espaces de mixité. Le marché, par exemple, constitue un espace de mixité, puisqu'il y a aussi bien des chrétiens, des juifs que des musulmans. Le monde des élites communique. Les savants communiquent. On sait par exemple que les églises de langue araméenne ou des académies de langues araméennes ont joué un rôle intellectuel extrêmement important en termes de l'islam. Les chefs religieux communiquent, mais de l'autre côté, le système se trouve plus ou moins figé. Alors on peut se poser la question de pourquoi les chrétiens ne se sont pas révoltés. Pourquoi après tout les chrétiens ont accepté ce système. Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que la force était là. Il est toujours très difficile de se révolter contre une armée de conquête. En deuxième lieu, je crois que les chrétiens, on voit aujourd'hui, j'y reviendrai tout à l'heure à propos des sociétés musulmanes, les musulmans d'aujourd'hui avaient perdu la capacité de résistance. L'urbanité signifie aussi la perte de capacité de résistance, et on sait qu'effectivement les élites vives de ces communautés chrétiennes se trouvaient dans des villes. Mais en troisième lieu, je dirais que parallèlement à ce système de stratification et de subordination, certaines frontières étaient protégées et sacralisées. 3 frontières avaient été intercommunautaires, avaient été protégées et sacralisées. La première de ces frontières était le corps féminin. Les mariages n'étaient pas mixtes, ne pouvaient pas être mixtes, car la reproduction du groupe passait inévitablement par le contrôle des stratégies matrimoniales, par le contrôle du corps, et la communauté les communautés chrétiennes, et juives aussi d'ailleurs, pouvaient se reproduire dans la durée. En deuxième lieu, les lieux de culte étaient protégés et sacralisés en principe. Or, les lieux de culte sont extrêmement importants, car toute communauté religieuse ou déterminée par une adhésion religieuse doit se légitimer par l'au-delà. D'ici-bas ne permet pas la légitimation, ne suffit pas pour la légitimation. On peut l'imaginer, bien entendu, dans des sociétés très largement sécularisées de l'Europe occidentale du 19e et le 20e siècle, mais dans une structure impériale de type de l'Empire ottoman, vous ne pouvez pas vous légitimer, vous gagner un sens historique, en quelque sorte, si vous n'avez pas une garantie métaphysique. Or, cette garantie métaphysique s'incarnait très concrètement dans les lieux du culte. Et une troisième frontière qui était sacralisée, c'était les cimetières. Car la communauté des vivants trouve son histoire, sa filiation historique, sa profondeur historique dans les cimetières, dans les morts. Ce sont les morts qui constituent la communauté en quelque sorte. Et je crois que tant que ces lieux étaient sacralisés, protégés, avec des règles de non-transgression absolument codifiées, on pouvait envisager une coexistence. Une coexistence dans l'inégalité absolue, dans l'humiliation aussi, car personne ne veut se soumettre, la soumission est toujours quelque chose d'humiliant, mais il n'en reste pas moins une coexistence. Si je présente un peu ce décor, c'est pour dire aussi, pour arriver au 19e et au 20e siècle, pour dire qu'au 19e et au 20e siècle, la situation change. La situation change radicalement. Et ce n'est pas du tout par hasard que c'est à partir du 19e et surtout le tournant du 20e siècle, on entre dans la période des violences de masse. Le 19e siècle, c'est le siècle de la raison,
de la propagation effectivement des idées occidentales, la sécularisation, etc. Et c'est précisément à ce moment-là que la menace d'abord de la violence, par la suite de la violence, font leur apparition. Le 19e siècle ottoman est placé sous le sceau de l'égalité juridique. On ne veut pas encore créer un citoyen ottoman. La société ottomane ne peut pas être démocratisée, et je crois que là, vous avez tout à fait raison de le souligner. Mais les hommes qui dirigent l'Empire ottoman, les hommes, puisque les femmes, de toutes les manières, sont exclues, les hommes qui dirigent l'Empire ottoman arrivent à l'idée que, à partir de 1830, que l'Empire doit être radicalement réformé, que le modèle ancien ne fonctionne plus. Et ils entendent toute une série de réformes officiellement proclamées en 1839 et qui se poursuivent jusqu'à 1876. Ces réformes s'appellent les Tanzimat. Et ces réformes veulent sauver l'Empire en le transformant radicalement. Et au cœur de ces réformes, il y a la question de la responsabilité des bureaucrates qui dirigent l'Empire. Il y a la question de la responsabilité du sultan. Sa personne reste toujours sacrée, mais quelles sont ses responsabilités? Il y a une nécessité d'introduire d'éléments de rationalité. Il y a la nécessité d'introduire des facteurs de contrôle et d'équilibre. Et surtout, beaucoup d'Ottomans pensent que si l'Empire ottoman décline, la raison, c'est que son système n'est pas juste. Et la question de la justice se pose au cœur des réformes des Tanzimat de 1839 à 1876. Et pour instaurer la justice, il faut instaurer l'égalité. L'égalité entre qui? L'égalité entre les musulmans et les non-musulmans. Vous voyez, on n'est pas encore dans l'idée de citoyen. Les Ottomans sont considérés comme des sujets, on est toujours dans l'idée de sujets. Mais en même temps, au sein de ces sujets-là, il faut faire quelque chose pour qu'il y ait le sentiment de justice, qu'il y ait une adhésion commune au projet ottoman, que les gens s'identifient comme ottomans, et que l'injustice tue l'économie, l'injustice tue la démographie, l'injustice tue tout, et donc la seule solution, c'est la justice. Et effectivement, une égalité très incomplète est mise en place graduellement. Or, cette égalité encore très imparfaite suscite énormément de réactions au sein de la population, mais aussi au sein d'une partie des élites. Lorsqu'on regarde les révoltes kurdes du 19e siècle, jusqu'à maintenant, on les lisait comme des révoltes qui visaient exclusivement la politique centralisatrice très violente de l'État. Aujourd'hui, on voit que derrière ces révoltes, il y a aussi le facteur religieux. Beaucoup de dirigeants kurdes, beaucoup de dignitaires kurdes n'acceptaient pas l'égalité entre les musulmans et les non-musulmans. Dans les Balkans, où les musulmans sont une minorité, sauf quelques enclaves comme en Albanie et la Bosnie, il y a une réaction au sein des populations refusant l'égalité. Cevdet Pacha, qui est un très grand intellectuel ottoman, un juriste, dit que pour la population, la proclamation de l'égalité entre les musulmans et les non-musulmans, c'était un jour de deuil. Et surtout, les jeunes ottomans, ces intellectuels formés à l'occidental, menacent les chrétiens de massacre dès les années 1860. Il y a un refus d'égalité parmi ces hommes qui pensent que l'égalité signifie qu'on sacrifie les droits des musulmans, les droits de la nation dominante, militaire hakimée, de la majorité. Vous voyez le paradoxe. Ce sont des intellectuels occidentalisés. Pour certains d'entre eux, ils ne sont pas religieux, ils
n'ont pas de formation religieuse. Mais l'occidentalisation les amène vers une posture d'une extrême radicalité. Et d'autres, enfin, se considèrent comme Evlad Fatihan. Qu'est-ce que ça veut dire Evlad Fatihan? Evlad Fatihan veut dire les enfants de conquérants. Donc le droit de conquête, c'est aussi le droit de domination ou à la domination. Et donc du coup, vous avez inévitablement un malaise qui s'empare dans la société parce que les structures inégalitaires totales sont renversées, du moins partiellement. Et parallèlement, vous avez aussi l'émergence des nationalismes parmi ces communautés chrétiennes. On est au 19e siècle, le 19e siècle c'est le siècle de nationalisme, des révoltes successives. Beaucoup de communautés chrétiennes commencent à voir dans l'Empire ottoman ce qu'elles appellent les ténèbres asiatiques. L'Empire ottoman est considéré comme source, berceau et source d'arriération, de domination. Vous avez la révolte serbe, vous avez la révolte grecque, vous avez la révolte arménienne. Et du coup, vous avez une situation à la fois de contestation réelle et de l'autre côté, une crispation du côté du pouvoir, de la population et des intellectuels. Et le projet de créer un empire ottoman unifié, des sujets ottomans et une société ottomane égalitaire échoue totalement en 1876-1877, quand on arrive à la période de Sultan Abdülhamid. Donc cette période est une période extrêmement inquiétante. Il y a des massacres des Arméniennes de 1894-1896 qui font au moins 200 000 morts. Vous avez par la suite l'écrasement de la révolte de Macédoine, de la Macédoine de 1903, la révolte dite de Sainte-Élie, qui est également extrêmement atroce. Et donc, vous avez en quelque sorte les dispositifs de base qui sont déjà mis en place. L'État, s'il décide, quand il a les moyens, il peut devenir meurtrier d'une partie de sa population. Et là, effectivement, c'est un cas, disons, on n'est pas encore dans le génocide, mais c'est des cas de massacres à très grande échelle qui se déroulent en dehors de guerre, de contexte de guerre. Ce sont des massacres qui se réalisent avec la participation d'une partie de la population. Les notabilités participent. Les dignitaires kurdes, une partie, pas tous, d'autres protègent les chrétiennes. Les dignitaires kurdes participent à ces massacres. Donc non seulement vous avez un élargissement de l'autonomie d'action de l'État, l'État peut se faire meurtrier, l'État qui devait être le Léviathan devient le Behemoth, et détruit sa propre société, mais de l'autre côté, une partie de sa société participe à cette politique de massacre. Et que fait l'Europe à l'époque? Elle fait à peu près la même chose que ce qu'elle fait aujourd'hui par rapport à la Syrie. Les matrices sont là. Les matrices sont là, le massacre est permis, et la politique de massacre se détermine essentiellement à partir de critères religieux. Mais surtout, et ce qui aggrave encore les choses, c'est que sous Abdülhamid reste au pouvoir de 1876 à 1909, se forme une nouvelle élite intellectuelle dans la dissidence. C'est une élite qui est agnostique, voire athée. Une partie des membres de cette élite adhèrent au positivisme religieux. Cette élite est très largement sécularisée. Beaucoup de membres de cette élite détestent tout ce qui est turc, paysan, artisan turc, etc. Ils se trouvent beaucoup plus à l'aise dans la rue Monsieur le Prince à Paris, en allant rendre un hommage à l'illustre Auguste Comte, qui est considéré pour certains d'entre eux comme un prophète.
D'autres, on fréquente à Paris Gustave Le Bon, sur lequel je reviendrai, qui est l'un des théoriciens de darwinisme social. Donc, une élite qui n'est absolument pas religieuse, qui n'a pas de formation religieuse non plus, qui sans doute ne sait pas prier. Et de l'autre côté, cette élite combine la langue et la religion pour créer une frontière interne au sein de l'Empire ottoman qui est infiniment plus radicalisée que la frontière interne que l'islam avait déjà introduite ou que l'Empire ottoman avait déjà introduite. Et cette élite est social-darwiniste. Je reviendrai sur le terme de social-darwinisme. Si vous prenez par exemple Bahati Shakif, Dr Nazım et Dr Reshid, les trois sont des médecins, et les trois ont été les hommes clés du génocide de 1915, que cela concerne les Arméniens ou les communautés araméennes. Les trois sont socio-darwinistes. Qu'est-ce que ça veut dire le darwinisme social? Le darwinisme social est une perversion totale de la pensée de Darwin. Et le darwinisme social part du principe que les sociétés et les communautés constituent des espèces en lutte les unes avec les autres. Tout comme il y a une lutte pour la survie au sein des espèces zoologiques, il y a aussi une lutte entre les sociétés, et toutes les sociétés ne peuvent pas survivre, les faibles doivent disparaître. Donc du coup, la coexistence entre les sociétés où la vie sociale n'est plus du tout appréhendée à partir de l'éthique, à partir du droit, à partir du sacré. Est-ce qu'il y a le droit de tuer l'autre? Mais à partir de la force. Si on est fort, on peut effectivement éliminer l'autre et on doit éliminer l'autre. L'un des journalistes de l'époque écrivait: jusqu'à maintenant, on n'a jamais traduit un loup en justice parce qu'il a dévoré un brebis. Donc, vous avez ça. Mais le darwinisme social va beaucoup plus loin, estime aussi que chaque société doit se renforcer, en tout cas les sociétés qui veulent gagner la lutte pour la survie doivent se renforcer et devenir des corps organiques. Donc on est dans des sociétés biologisées. Et pour devenir un corps organique, non seulement il faudrait que les différents organes de la nation soient coordonnés, la tête, partie unique par exemple, ou le chef, appelé le Führer aussi, si vous voulez, qui doit effectivement tout gérer, et que la société doit être purifiée de ces cellules défectueuses et de ces microbes. Et qui sont des microbes? Bien entendu, il y a des microbes parmi les Turcs, ce sont des opposants, ou des dégénérés, mais vous avez plus généralement la définition des chrétiens, et pour certains de ces auteurs, des juifs comme des microbes. Donc si les Turcs, à l'époque, on est déjà dans l'idée de turcité, même si les frontières entre la turcité et l'islam ne sont pas toujours très faciles à tracer, si les Turcs veulent gagner la lutte pour la survie, il faudrait qu'ils se renforcent en se purifiant. Ce principe de purification est extrêmement important. Et le darwinisme social n'existe pas uniquement dans l'Empire ottoman. Je veux dire, voilà, vous avez graduellement, à partir de 1850-1860, l'émergence de cette idée. Vous avez des auteurs comme Gobineau, comme Taine même, etc. Par la suite, vous avez des auteurs, même avant, même pas par la suite, deux auteurs allemands qui sont très importants, Haeckel et Büchner, qui présentent effectivement une vision biologique du monde. Quoi qu'il en soit, donc, finalement, c'est ce chemin qui va amener aussi à la Première Guerre mondiale et surtout par la suite à la Deuxième Guerre mondiale. L'idée de l'espace vital, l'idée de race élue. Donc tout ceci date effectivement et sont les produits en quelque sorte du darwinisme social. Mais dans le cas
ottoman, vous avez d'un côté la religion, le critère religieux, qui est le critère excluant. Et là, il y a une sorte d'alliance entre une partie de la société, en tout cas les dignitaires, et l'État. Et de l'autre côté, vous avez le darwinisme social, qui n'est pas seulement excluant, mais qui est potentiellement exterminant. Une fois que vous avez combiné ces deux facteurs, qui auraient pu ne pas se combiner, après tout, l'islam a existé pendant 13 siècles sans avoir rencontrer le darwinisme social. Ou même si on sait que dans l'Espagne de la Reconquête, le critère de sang a été introduit, malgré tout, le christianisme a vécu en dehors de l'idée, en tout cas purement du sang, pendant une très longue période. Mais une fois que vous avez combiné ça, toute barrière éthique tombe et toute barrière sociale tombe. Les institutions ne vous protègent plus, le voisinage ne vous protège plus, les habitudes ne vous protègent plus, le partage de territoire au quotidien ne vous protège plus. Vous n'êtes que dans une logique de la vitalité, du biologisme, de l'idée de la jeunesse, le culte de la jeunesse est extraordinaire, et surtout, vous combinez tout ceci en pensant que c'est l'histoire qui vous accorde cette mission. Dans cette mission, du coup, vous pouvez pulvériser les trois frontières que j'avais mentionnées. Le corps féminin peut être pulvérisé, pas dans toutes les options de darwinisme social, mais dans le darwinisme social ottoman, cela était très clair. Il faut éliminer les chrétiennes hommes et récupérer autant de femmes que possible pour les convertir et les transformer en ingrédients de base de la reproduction de la nation. Donc, et d'ailleurs, selon Lemkin, et puis par la suite, selon la convention des génocides de 1948, interdire au groupe de se reproduire en interne caractérise le génocide. Donc, effectivement, la destruction massive de la masculinité et la confiscation massive de la féminité chrétienne. Les églises. D'emblée, on attaque les églises. Les lieux de culte. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que les communautés chrétiennes disposent de ce lien métaphysique avec l'au-delà. Et vous avez beaucoup de témoignages parmi les Arméniens, mais aussi parmi les communautés araméennes, qui, lorsqu'ils parlent de 1915, disent « Dieu est devenu fou ». Dieu ne protège plus. Dieu ne protège plus sa maison. L'Église a été détruite. Et les cimetières, d'emblée, ont détruit les cimetières. Donc, du coup, tout ce qui pouvait sauver l'ancien monde inégalitaire, je ne parle pas de la fraternité ou de l'égalité, se trouve effectivement tombé, puisque l'éthique ne protège plus, il n'y a plus d'éthique. La responsabilité au quotidien ne protège plus, il n'y a plus. Droit ne protège plus parce qu'il n'y a plus de droit, il n'y a que la force. Et en contrepartie de cela, il n'y a pas de responsabilité du côté des bourreaux. Les bourreaux se présentent à la fois comme bourreaux et comme victimes. Cela est extraordinaire, mais n'est pas unique. Dans le cas de la Turquie unioniste, le nazisme se présentait comme victime des Juifs. Les Allemands, pour les nazis, étaient exploités par les Juifs. C'était les Juifs qui étaient les microbes qui détruisaient le corps national allemand. Et donc, du coup, le parti nazi pouvait agir à la fois comme bourreau et comme victime. Et si vous êtes bourreau et victime, qu'est-ce qui reste à la victime? Rien. Vous laissez la victime avec un vide ontologique total. Et dans le cas de la Turquie, le discours est répété, ces chrétiens qui sucent notre sang. Et on est impressionné de voir comment c'est vraiment un vocabulaire commun à tous les génocides. Le vocabulaire spontané biologique. Donc du coup, on est bourreau puisqu'on a le pouvoir, et on est victime, puisque c'est eux qui sont responsables. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui reste à ces victimes-là? Il ne reste que le vide ontologique total. En quelque sorte, ils n'ont aucune autre solution
d'accepter la mort comme la seule alternative, puisqu'ils n'ont plus aucune assise. Donc, pas de responsabilité, on est bourreau et on est victime, mais pas de responsabilité non plus, puisque, après tout, c'est la loi de la nature, et c'est la mission historique qui nous a été demandée. En 1944, fin 1944, Hitler, avant de émettre son ordre qui s'appelle Ordre Néron, dit « Si les Allemands devaient perdre la guerre, cela signifierait qu'ils ne méritaient pas de gagner la lutte pour la survie, et tant pis pour les Allemands. On peut détruire les Allemands. » Et dans le discours unioniste, vous avez pas exactement la même chose, mais vous avez l'idée, très clairement, qu'ils ne sont pas responsables, ils ont été acteurs, ils ont été missionnés par l'histoire de faire ce qu'ils ont fait, et à aucun moment, ou presque, vous ne trouverez un signe de regret. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là en terre arabe? Il faudrait admettre qu'en 1915, les Arabes ont essayé de protéger autant qu'ils ont pu les victimes chrétiennes. Et je dirais qu'au début du XXe siècle, dans le monde arabe, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit que dans la partie turque de l'Empire ottoman. Certes, le darwinisme social y est également puissant, c'est une idéologie assez universelle, mais l'idée qu'on puisse exterminer les Coptes ne passe par la tête de personne. Le fait qu'on puisse exterminer les chrétiens de la Mésopotamie ou de Babylone, personne ne peut y songer. On maintient une inégalité, certes, c'est des sociétés musulmanes, mais de l'autre côté, il y a énormément d'intellectuels chrétiens qui participent à la vie intellectuelle arabe de manière tout à fait décisive. Beaucoup de gens comme Georgi Zeydan, par exemple, sont vraiment parmi les figures, et d'ailleurs par la suite il y aura des intellectuels chrétiens qui joueront un rôle considérable dans la formation même du nationalisme arabe. On est dans l'inégalité, et Bernard Héberger, Laure Gurgis, Anga Longva et Anne-Sophie Roy le montrent, mais de l'autre côté, on a l'impression que l'État n'est pas déterminé, n'est pas perçu encore comme un organe susceptible ou ayant la capacité d'exterminer une partie de sa population. Les catégories classiques de l'islam ne sont pas remises en cause, encore aujourd'hui d'ailleurs. Il y a très peu de penseurs de l'islam, c'est ce qu'on appelle les nouveaux penseurs de l'islam, qui contestent frontalement la distinction qu'on fait entre les dhimmis, donc ces soumis protégés, et les autres citoyens. Donc il y a une réflexion, mais qui est très minoritaire. Mais de l'autre côté, il n'y a pas pour autant l'imaginaire de détruire une partie de sa population. Ce qui est intéressant, c'est que l'horreur et l'extermination ont lieu dans la partie turque. Quand je dis dans la partie turque, je n'oublie pas que le Kurdistan est aussi au cœur de ceci et que beaucoup de dignitaires kurdes y participent. Et c'est dans cette partie qu'il y a aussi une participation civile qui n'est absolument pas mineure. Que ce soit dans la confiscation de la féminité ou dans la confiscation des biens, cela est très clair. Le paradoxe saute tout de suite aux yeux, c'est en Turquie, dans la partie turque, et par la suite en Turquie, le pays le plus sécularisé du monde musulman, que les élites parviennent à exterminer la population chrétienne et à homogénéiser la population. En 1914, selon les chiffres officiels ottomans, qui ont sans doute sous-évalué la donne, il y avait 20% de chrétiens dans le territoire actuel de la Turquie, pas dans l'Empire ottoman dans sa totalité. Et en 1924, ce chiffre est désormais d'1%, et aujourd'hui sans doute 0,1%. C'est quand même, ça nécessite quand même
à être interrogé. 1915, les Arabes ont beaucoup souffert. Il y a la famine, il y a eu beaucoup de morts sur les fronts ottomans. Mais en même temps, comme j'ai dit, ils ont essayé aussi, autant qu'ils ont pu, de sauver les Arabes. Mais l'horreur sociale darwiniste a aussi connu certains épisodes en terre arabe. En 1932, l'écrasement de la révolte des chrétiens, qui est extrêmement sanglant. C'est étonnant de voir que l'indépendance, la première indépendance irakienne, l'indépendance d'un pays arabe, se termine tout de suite par le massacre des chrétiennes. Et Bakr Siddiqui, le général, chef d'état-major qui réalise ces massacres, est accueilli à Bagdad comme un grand héros. Les années 1950, l'antisémitisme ouvert en Irak, l'expulsion des Juifs d'Irak dans des conditions atroces, mais pas uniquement de l'Irak. 1988, le massacre à très grande échelle des Kurdes en Irak avec des gaz chimiques, et 2014-2015, la situation que nous connaissons. Aujourd'hui, quand je parle de 2014-2015, il faudrait rappeler que désormais, nous sommes en face des sociétés qui s'effondrent. La question n'est pas uniquement la question religieuse, mais je reviendrai aussi sur la question religieuse. Ce ne sont pas uniquement les États qui se sont effondrés, ce sont des sociétés syriennes et irakiennes qui s'effondrent. On ne sait pas si en 2020, on sera encore en mesure de parler d'une société syrienne ou d'une société irakienne. L'échelle est gigantesque. Et on le voit d'ailleurs désormais en Europe. La guerre civile syrienne fait des morts, pas seulement en Syrie et en Irak, mais aussi à Budapest, sur les îles grecques. Donc le conflit est devenu un conflit européen. Et selon le journal Le Monde d'il y a quelques jours, si le conflit syrien s'était déroulé en France, cela aurait signifié 32 millions de déplacés et de réfugiés, 750 000 morts au mois, et la destruction de la plus grande partie des villes françaises. Donc on est un siècle après en face d'une telle tragédie, comme j'ai dit, d'une échelle gigantesque qui n'a jamais été vue. Sans parler d'ailleurs d'autres pays comme la Libye ou le Yémen. Est-ce que, lorsque les malheurs sont si gigantesques, faut-il insister sur les minorités religieuses, sur les yézidis et sur les chrétiens? Ou est-ce qu'il faut dire cette souffrance est universelle, humaine, et il n'y a pas de distinction? Je dirais que cette souffrance est humaine et universelle, et pourtant il faut insister sur les yézidis et sur les chrétiens. Sur les yézidis, car vous savez tous, les yézidis ont toujours essayé de sauver les Arméniennes et les membres des communautés araméennes. En 1932, les yézidis, on était tout de suite avec les chrétiens qui se sont révoltés dans cet Irak indépendant et ont payé le prix très fort. Et surtout, personne ne connaît le nombre de yézidis aujourd'hui dans le monde, sans doute 500, 600 000, pas plus. Lorsque vous tuez 4 ou 5 000 hommes yézidis et confisquez 3 000 femmes yézidis que vous utilisez comme des esclaves sexuels, vous arrivez tout de suite, en termes numériques, à une situation génocidaire. Et délibérée, d'autant plus que cette communauté est considérée tout simplement comme n'ayant pas le droit d'être protégée, n'ayant pas le droit d'être démunie, car n'étant pas une communauté de livres, autrement dit chrétienne ou juive. Et de même, je pense qu'il faut parler des chrétiens. Il faut parler des chrétiens qui n'ont pas connu un épisode génocidaire récent,
malgré la conquête de Karakosh. Mais là, de Karakosh, ils ont pu partir au moins au Kurdistan. Mais il faut parler de la communauté chrétienne, car elle disparaît. Elle disparaît désormais sur les terres qui ont été les siennes pendant une très longue période. Elle disparaît sur les terres où elle a maintenu la vie intellectuelle, où elle a transmis les sources intellectuelles, où elle a nourri l'islam. On peut difficilement comprendre, selon les spécialistes, le Coran si on ne remonte pas aux généalogies, d'une part biblique, d'autre part araméenne. Et ces chrétiens sont expulsés de l'espace, mais être expulsé de l'espace signifie aussi être expulsé du temps. Et l'expulsion du temps, ce n'est pas uniquement l'expulsion du présent. Lorsque vous êtes éradiqué dans le présent, vous n'avez plus d'ancrage dans le présent. Et donc, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on a toute une zone qui malheureusement est une zone de naufrage, une zone de destruction massive, mais au sein de cette zone, on a ces communautés sur lesquelles il faudrait quand même que l'on concentre notre attention. Au-delà, je dirais qu'effectivement aujourd'hui, c'est tout le phénomène du XXe siècle qui s'effondre au Moyen-Orient. On voit très clairement qu'une histoire qui n'a jamais accepté l'égalité, une histoire dans laquelle les élites n'ont jamais accepté d'assumer des responsabilités, une histoire au cours de laquelle on n'a jamais demandé des comptes. Cette histoire-là, aujourd'hui, s'effondre, se termine, mais se termine dans un bain de sang. Et il y a un rapport entre ce qui se passe aujourd'hui en 2014 et 2015 et ce qui s'est passé il y a un an pour couvrir le XXe siècle dans sa totalité et pas uniquement les années 2010-2015. Je vous remercie. Merci. Merci, Dr Boz Aslan, pour cette belle conférence très enrichissante. Nous avons appris beaucoup de nouvelles choses aujourd'hui. On a surtout appris que l'histoire se répète, malheureusement, et on a eu une meilleure vue de l'Empire ottoman ainsi que de son idéologie. Encore merci pour votre implication pour ces différents sujets qui sont très sensibles et quand même dangereux. Vous prenez quand même des risques. Merci beaucoup. Merci encore à M. Sommerstein pour sa participation aujourd'hui et qui était présent avec nous aujourd'hui. Merci à l'église Saint-Isozoël qui nous a ouvert les portes de sa salle aujourd'hui à chaque fois qu'on leur demande pour organiser nos activités. Merci, le comité est là présent aussi. Merci à Sat, notre télévision araméenne qui diffuse nos activités et nos événements dans le monde entier pour que les autres araméens le voient. Merci à notre caméraman Milad qui est toujours présent avec nous. Et enfin, merci à vous, cher public, qui est toujours présent et qui êtes là pour nous soutenir. Notre prochaine conférence sera le 23 octobre avec M. Martin Tamke, qui portera le sujet « Le génocide de 1915 dans les archives allemandes ». Et ce sera une conférence en anglais avec une traduction en araméen ou en français, on verra en fonction des gens qui seront présents. Encore un grand merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine conférence. Encore merci à vous deux. فرجانم يقرأ شلوم عليخو أديو مهركي كلان بدوكثو ببلشقة جانثو كتيو دي أمنورثو أديو ما خد كذعيتو أتشاتو كسمينا أدخرون دمو إش ندو سيفو
ونافلينا بكثوتو بغازيطا كيتو هركي غانثو تكوسيمو وتذكار دسو هذي سريوي احنا السنة اثينا عم سريوسات والتلفزيون ايضا دقرشينا ايدو كثاثة لو دخلون دسو هذيذا حوزينا وما شمعينا لا ومحوينا لا لم فرجون ايضا ام يقري السريوي ببريثو كولا كلان هركي عمو امنورو تكتيو هي اسبد هايو ايغان ثاثة هاني عسريش نت كتي ايغان ثاثة وكولا حيضر يروحو نيوثو اينورو انا قا كارخ باعا محرني ونافل علي اوثو دا سريوي كيتو اعلى اينورو انا قا امي قرانو اديوما قمحكي لان اشمو يعني اي دربو انثيلي افكر دسويم ميدي علو سيفو دا سريوي تكو قوريلي سيفو طاعيو وشرولو سيفو طاعيو لو نوشي غلبي لوكو ذا اعلي انا قا عدوك سيمينا ما قبل نوثو عموم يقرو الباليس دوبيلان هي السنة موذعونوثو يعني قاي إيغان ثاثي سيمو وقاي علو سيفو دا سريوي ولو على سيفي غيري دوبينا عدو إيميل ثولوم يقرو الباليس خويا ميداك meneer الباليس Nee. Dus we zijn hier in de tuin der onlusten. En het is een tuin waar er zijn veel dingen die zijn rond kunst. En dus we hebben gelezen in de krant dat u had iets voor de Aramese genocide gedaan. Dus daarom zijn we gekomen. Ja. Kunt u onze kijkers een beetje vertellen, eerst en vooral een beetje geschiedenis over die tuin. En dan op tweede instantie, waarom een deel van die tuin over de Aramese genocide? Dus de tuin der onlusten is ontstaan iets meer dan 20 jaar geleden. En omdat altijd die onlusten en we wilden daar iets mee doen, we wilden daarmee in de treinen komen. En dus gingen wij altijd onderwerpen zoeken in verband met onlusten. Dat kan de kolonisatie zijn, uitmoorden van bepaalde bevolkingen of zelfs de opwarming van de aarde enzovoort. En voor dit jaar hadden wij gedacht, omdat wij met al die genocides, herdenkingen van genocides van 100 jaar geleden enzovoort, was ik dan te weten gekomen van de Aramese genocide, waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord had. En dan wou ik daar iets rond doen. En hoe ben ik daartoe gekomen dat ik op Aramese genocide terechtgekomen was? Ik ben altijd op zoek. In onze tuin, het symbool van onze tuin is altijd de vlam, dus alles in verband met vuur en vlam en de symboliek daar rond. En dan was ik aan het zoeken naar gevleugelde vlam, omdat in veel culturen gevleugelde symboliek dikwijls voorkomt, dacht ik, tja, waar staat er nu geen gevleugelde vlam? En zo kwam ik dan op de Aramese vlag, dus de vogel met het hoofd, het kop in de vorm van een vlam. En ja, dan heb ik meer nog beginnen opzoeken over de genocide en zo. En dan dacht ik, dat gaan wij nu als symbool nemen voor alle mogelijke vergeten genocides, want er zijn er zoveel, om die slachtoffers te herdenken. En we hadden een monument voor oprichten, dan hebben we de gevel gekozen, een muur, omdat muren dikwijls gebruikt worden als herdenkingsmonumenten. En dus een hele hoge muur van ongeveer 2 verdiepingen. Hebben wij een paar vormen ontworpen, maar niet echt geïnspireerd op de gevleugelde vlam. Maar we hebben het meer nog duidelijker genomen, echt dus je ziet vleugels en je ziet de vlam, het is niet meer duidelijk een vogel, maar de verwijst ernaar en je kunt het eigenlijk onmiddellijk herkennen. Hebben we dan 130 sculpturen gemaakt, geschilderd enzovoort, de stellingen gebouwd, om dat helemaal over heel die hoogte te kunnen ophangen op een rasterwerk. En dat is dus onze herdenkingsmuur voor de genocide, Aramese genocide van 1915 tot 1918. En dan heb ik daar ook bepaalde fetiches, zal ik dat maar noemen, bijgehangen. Dus om de doden, elke dode, maar dan heb ik natuurlijk, moet ik er misschien 100 miljoen of zoiets maken, maar ik maak er elke dag bij, ik kan er elke dag, dus ik kan er misschien eens een tonen.
Kijk, dat is dus zo duidelijk de vlag die ik gemaakt heb. En die ik dan aan de muren hang om de doden te herdenken. Meestal, en daar ben ik altijd gechoqueerd van, als er zo doden herdacht worden, dan zeggen ze ineens 1 minuut stilte voor de doden. 1 enkele minuut voor een heel leven is veel te weinig. En voilà, kijk, daar heb ik toch wel aan 2 uur werk aan. Dat is nog altijd meer dan voor 1 dode 2 uur werk herdenken dan 1 minuut. En dan hang ik dat hier overal op. En dus ik ben nog altijd bezig met erbij te maken. Die zijn nog niet af die daar liggen. En ja, voilà, kijk. Dank u, meneer Albali. Dat is een heel interessante uitleg. En hebt u een speciale bericht voor de Arameërs die hier in België wonen of in andere landen, andere steden, die eigenlijk zouden komen hier bezoeken? Dus hebt u een specifieke berichtje voor hen? Ja, een specifiek bericht. Ik zou u wel vragen van eens langs te komen om samen eventueel te reflecteren over hun verleden en wat daar dan allemaal gebeurd is. Ook eigenlijk een bericht over heel de wereldbevolking zou zijn van een oproep voor meer altruïsme, voor meer samenhorigheid om de problemen van de wereld op te lossen. En wat er met de Aramezen gebeurd is een van de voorbeelden wat er allemaal kan gebeuren. En zo'n dingen mogen nooit gebeuren, maar gebeuren spijtig genoeg nog altijd. Dus laat ons samen daarover nadenken. En daarvoor hebben wij dat hier gedaan, omdat de mensen hier zouden komen. En daar is in berusting, want een tuin geeft meer rust, stilte, in die stilte toch te denken aan slachtoffers of u in te leven in wat dat betekent van levens, families, kapot te zien gaan enzovoort. En te hopen dat we daar toch iets aan kunnen doen of een positieve kracht uit kunnen halen of een warmte tegenover elkaar. Dank u. Kunt u een beetje praktische informatie geven, dus de adres, de openingsuren, zodat mensen die willen komen, hebben de informatie? Ja. Dus wij zijn hier een beetje in een afgelegen stuk vlakbij Brussel, dus via de autostrade van Brussel-Parijs-Zuid hier op een klein kwartier, als het meevalt. En dat is in de gemeente Alsenberg, een deelgemeente van Beersel, in de Klutstraat 24. En de tuin is te bezoeken elke weekend, is te zeggen nog 2 weekends, en dan gedurende de hele maand september op afspraak. فرجونا ميقري خد حزال خواركي آسينا الجانثو هابل شيقويو سيمولي وهاويلي هنيونو على حاموسريو على سيفو دا سريوي احنا سنة خوثي كلوزم لطوعينا وعاميدان لطوعينا ومدد جهريلي وسيفو ولطوعينا وليشون ايضا ويمردو ثيدا هاني مو اشني شابيعي عابدي علو سيفو وهيش كلان ساخ كلان كو عايشينا وكولوزم هيش مو اشني وماثيشني والفوشنا وحريني تفيشينا علي رغلو ودلو طوعنا وميدايدا امردو ثيدا وليشونيدا علاثي توخو كل خواركي حزايو مفريجو وهوايو اضيفي ديغان ثاثي تكتيو غانثو مردو ثنويتو وغانثو لدخرونو دسو هذيدا دنا الفوتش عمو حمش احصر ودسو ذي سريوي قاونويد تودي لي مش محتاج خوفوشن بشلومو